La ligne de front n'est qu'à quelques kilomètres. Allongé au sol dans cette tranchée, ce soldat ukrainien tente de se protéger des frappes russes. Nous ne voulons pas les provoquer parce que sinon les Russes recommencent à tirer. Sur la route de Yakovlivka, proche de la ville de Donetsk dans le Donbass, les soldats ukrainiens roulent vite, slalom entre ces barrages de fortune, pour échapper aux tirs qui fusent sans interruption. Qui peut arrêter cette guerre? Après Kharkiv et Mariupol, les Russes concentrent désormais leurs forces dans l'est du pays. Défendre cette région devient de plus en plus difficile pour les soldats ukrainiens. Depuis 2014, date à laquelle les séparatistes pro-russes contrôlent partiellement le Donbass, la guerre ici n'a jamais vraiment cessé. Alors, avant de discuter de cet armement, notamment occidental, fourni aux Ukrainiens avec vous trois, on va retrouver Laura Puget. Bonjour Laura, au 3e mois, jour pour jour, de l'invasion russe, Moscou affine sa stratégie et s'emploie à affaiblir l'armement ukrainien. Illustration. D'après les Russes, voici ce qui s'est passé samedi dans la région de Jitomir, et plus précisément à la gare de Maïlin. C'était à une centaine de kilomètres de Kiev. Grâce à des missiles calibre à longue portée, l'armée russe aurait détruit un important envoi d'armes fourni par les Occidentaux, destiné à alimenter les combattants du Donbass. Alors l'information n'a pas été confirmée par les Ukrainiens, mais la stratégie qu'elle sous-tend, si, avec un communiqué de l'armée ukrainienne, de l'état-major ukrainien, qui dit la chose suivante. L'armée russe a augmenté l'intensité pour détruire des infrastructures cruciales. Quand on parle d'infrastructures cruciales, on parle de dépôts de munitions, bien sûr, de dépôts de carburant ou de transport. Et il y a un mois déjà, autre exemple, les Russes avaient visé des infrastructures ferroviaires du côté de Vinnytsia. Vous voyez, c'est dans le centre-ouest du pays, c'est un gros nœud ferroviaire, Vinnytsia. Il y a beaucoup de trains qui arrivent, qui repartent, notamment des trains venus de l'étranger. Tout ça pour montrer que c'est le signe d'une évolution, puisqu'au début de la guerre, on a beaucoup dit que les Russes étaient déboussolés par la résistance ukrainienne. Avec le temps, ils ont sans nul doute appris à mieux la cerner. En témoigne la tentative actuelle de prise de Bakhmout. Tentative stratégique, car ville stratégique. Bakhmout, dans le Donbass, c'est une base arrière des Ukrainiens. Regardez, qui y vont pour se reposer, se ravitailler en munitions, se soigner quand ils ne sont pas sur le front, se nourrir également. Et les soldats russes l'ont très bien compris, puisque ces derniers jours, ils ont tout simplement essayé de couper la route qui mène de Bakhmout à Lysychansk et Severodonetsk, cette zone qu'ils visent actuellement en priorité. Donc l'objectif, c'est d'empêcher la cible de se ravitailler. Et puis il y a autre chose, dans le Donbass, l'armée russe elle a quand même un avantage comparatif, puisque ses bases arrières, à elles, sont plus proches du Donbass qu'elles ne l'étaient de Kiev quand elles visaient Kiev. Exemple, Belgorod, première base arrière, 500 km de Kiev, seulement 300 km de Severodonetsk, qui est l'objectif du moment. Autre exemple, autre base, Rostov-sur-le-Don, à la frontière russe, c'est à 900 km de Kiev, et ce n'est qu'à 270 km de Severodonetsk, dans le Donbass. Merci Laura pour ces précisions. C'est vrai que c'est très complet ce que Laura nous disait, Emmanuel Dupuis. On voit que les Russes s'emploient donc justement à affaiblir ce ravitaillement ukrainien. On voit aussi qu'il y a donc, on doit jouer avec le temps. Il y a un décalage des armes qui arrivent, qui sont promises par les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis qui n'ont jamais autant donné depuis 1973, environ 40 milliards de dollars. On voit qu'il y a ce décalage de temps. Qu'est-ce qui peut encore handicaper les Ukrainiens actuellement? Manque de formation aussi? Déjà, il y a la distance. Oui, c'est ça, la distance qu'on a parlé. 500 km entre Kiev et Donbass, mais vous rajoutez 500 km de plus entre la frontière polonaise et le Donbass, parce que les armes n'arrivent pas à Kiev par miracle. Elles traversent la frontière polonaise, ou singulièrement la frontière roumaine. Donc c'est la distance, et donc le temps qu'il faut mettre pour aller de la frontière jusqu'au front, en multipliant les risques de frappe russe. Il y a aussi l'intensification du rôle de la Biélorussie. La Biélorussie a minaudé un peu dans son soutien à la Russie au début de l'offensive. On pensait qu'il y aurait des troupes biélorusses. Oui, c'est vrai. Alexandre Loukachenko n'a jamais mis de troupes. Par contre, il vient juste d'autoriser le déploiement de missiles Iskander pour que les Russes puissent frapper plus rapidement la région de Kiev, comme votre carte l'a montré. Et puis, il y a effectivement le fait que, même si les Américains vont consacrer 40 milliards de dollars, dont 20 milliards pour l'armement, 6 milliards pour les véhicules blindés, c'est que évidemment, cet argent ne va pas arriver d'un coup, ça va être progressif. Et puis cette aide ne va pas être permanente non plus. Un peu comme l'était le plan Marshall à partir de 1948, il va y avoir une progressivité, puisqu'il s'agit aussi de reconstruire au fur et à mesure que la guerre va se maintenir. Et puis, il y a un dernier élément, autant les Américains et les Britanniques sont
de concert en train de livrer tout le matériel dont ils disposent, les Européens ont un petit peu plus de difficultés. Premièrement, parce que nous n'en disposons en moindre quantité. La France n'a livré que 12 canons César. Oui, on en parlera dans un instant avec Antoine Bourdarias. 70, donc forcément, c'est déjà énorme. Par contre, les Américains, eux, ont fourni 90 obusiers, donc de 155 mm, donc howitzer. Maintenant, la question qui est posée, et je crois que l'état-major ukrainien l'a redit hier, c'est très bien il est utile, et nécessaire, indispensable, de développer en capacité d'artillerie, mais la vraie question, c'est l'armement de plus haute intensité, c'est-à-dire les tanks, les véhicules blindés, et évidemment il demandait les avions. davantage d'armes de précision aussi, le président Volodymyr Zelensky. Alors, les armes de précision auxquelles il fait référence, c'est les avions. C'est ça. Mais pour l'instant, on n'a pas bougé depuis 3 mois. Le début. Et tout comme les tanks qui, pour l'instant, ne sont pas arrivés sur le territoire ukrainien. Anne Kratz, c'est vrai que, comme le rappelait Emmanuel Dupuis, c'est vrai que les Européens, je voyais par exemple l'Allemagne était contre un nouvel endettement commun, notamment pour sauver l'Ukraine. Là, ça se calme un peu du côté de l'Allemagne. Donc, avec cette aide qui n'est pas permanente, dont on faisait la comparaison avec le plan Marshall, avec cette attitude un peu des Européens, comment les Ukrainiens vont faire pour tenir le coup ? Écoutez, moi je ne peux parler que du côté américain pour le moment. Ils viennent de commencer à livrer les fameux howitzers, qui sont des armes d'artillerie extrêmement mobiles qu'on peut mettre sur des camions, etc. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais ce que vous disiez à l'instant sur les 20 milliards, par les 40 milliards comprennent 20 milliards d'armement. Et cet armement va être acheté à des producteurs américains. Raytheon, Boeing, Lockheed, tout ce que vous voulez. En particulier, ils ont déjà commandé, le gouvernement américain a commandé pour le gouvernement ukrainien une augmentation de la production des javelins, ces fameux missiles portés à l'épaule, qu'on a vu en Afghanistan. Qui sont capables à eux seuls, un seul de ces missiles est capable de détruire un char. Mais le problème, c'est que la production de ces javelins, elle continue, elle n'est pas finie. Les usines américaines ne sont pas encore tout à fait prêtes à en produire assez pour les besoins de l'Ukraine. Donc c'est également un problème. D'ailleurs, Joe Biden récemment est allé sur un site dans une industrie d'armement américaine en Alabama pour saluer le travail des fabricants de tous ces armements. Et il y avait la numéro 2 du Pentagone qui a eu une réunion il y a quelques semaines déjà avec tous les responsables de l'industrie d'armement aux États-Unis, justement pour accélérer la cadence de fabrication et pour passer des commandes qui n'étaient prévues à l'origine que pendant quelques années. Donc c'est dire à quel point effectivement les Américains fournissent les Ukrainiens en armes et doivent faire un gros effort de fabrication actuellement pour rester justement au niveau voulu dans ce conflit qui les oppose aux Russes. Oui, précisément. Donc, Joe Biden a visité précisément l'usine où sont fabriqués les javelines. Exactement. Donc à Troy, dans l'Alabama, en mettant en avant le fait que désormais, puisqu'il y a urgence, ça ne passerait pas par des canaux bilatéraux, mais que les Ukrainiens ont carte ouverte et peuvent choisir le matériel dont ils ont besoin. La même chose a été faite avec l'industrie de défense allemande, Rheinmetall. La vraie difficulté, effectivement, c'est avoir ce nombre de missiles en question, les missiles Javelin anti-tank, les missiles Stinger anti-aériens, c'est très bien, mais ça ne fait pas gagner une guerre. Ça vous permet évidemment de vous défendre. Ce qui fait gagner une guerre, c'est un avantage qualitatif, donc avoir des avions de chasse en nombre supérieur, de remaîtriser l'espace aérien, ce qui évidemment n'est toujours pas le cas, et donc d'avoir une capacité de résister à des éventuelles percées, et notamment parce que les Russes ont beaucoup plus de chars que n'en ont les Ukrainiens, même si les Ukrainiens, à travers l'état-major, disent que régulièrement, ils ont un nombre très important, puisqu'ils disent qu'ils ont détruit pratiquement 1300 chars 1300, oui, c'est ça. Depuis le début de l'offensive. Les Ukrainiens, le site Oryx dit l'état-major a dit ce matin 1303 précisément. C'est ça. On se posait la question, on a évoqué les canons César, et c'est moi qui me posais la question hier, je me demandais où ils étaient passés, ces canons César promis par la France. Antoine Bourdarias, on va voir, on va regarder ces images, elle nous apporte la réponse déjà à une question qu'on se pose depuis plusieurs jours. Dans ces vidéos par les forces ukrainiennes, dans cette vidéo fournie par les forces ukrainiennes, ils sont en action sur le terrain, ces canons César.
Exactement, Anne, c'est la toute première image de ces canons français, le canon César. On le voit donc sur cette vidéo Twitter livrée par les forces ukrainiennes. D'après les sources, il est sur ces images utilisé par la 55e brigade d'artillerie ukrainienne. Et ce sont donc des hommes qui se battent dans le Donbass. C'est donc là que ce canon français, le canon César, serait entré en action. C'est déjà un premier point intéressant car les Russes ont quand même affirmé avoir détruit des convois d'armes venus de l'ex-occidental, mais visiblement, il y a quand même certains de ces canons César français qui sont bien arrivés à destination et qui sont aujourd'hui entre les mains des forces ukrainiennes. C'est une bonne nouvelle pour les Ukrainiens car ça va leur permettre de frapper des cibles russes très loin derrière le front, comme des chars ou alors des convois. Je vais vous montrer les caractéristiques de ce canon qui est un fleuron de notre armée, avec un canon de 155 mm et une portée quand même de 40 km. Là où il est très performant, ce canon, c'est qu'il est extrêmement précis malgré cette très grande portée. Et puis surtout, le canon est posé sur un camion, ce qui le rend évidemment très mobile car il est en mesure d'être déplacé très rapidement après avoir été utilisé. Alors au moment où je vous parle, c'est très difficile de savoir précisément combien de canons César ont été livrés à l'Ukraine. Il y a une promesse du gouvernement français qui a été faite d'une livraison de 10 à 12 pièces vers l'Ukraine. Notre stock en France, lui, il est de 76 seulement. On arriverait à un peu plus de 100, à 101 précisément d'ici quelques années avec les prochaines livraisons. Mais c'est vrai que cette dizaine de pièces promises par l'armée française n'est pas grand-chose si on le compare au 72 M777, ce canon qui a été livré par les Américains aujourd'hui aux Ukrainiens. Et puis, dernière problématique, c'est surtout, est-ce que les Ukrainiens ont été formés pour utiliser notre canon? Est-ce qu'ils ont été suffisamment formés? Parce que ce canon, César, il est assez sophistiqué. Merci Antoine Bourdarias, vous nous avez fait la transition. On parlait de cette question de formation, Emmanuel Dupuis. Déterminante, parce qu'évidemment, le canon César a cet avantage d'avoir une portée 2 fois supérieure au canon russe, 40 contre 25. Puis il y a un autre élément pour peut-être vous répondre, où nous sommes allés chercher ces 12 canons César, on les a ponctionnés sur un contrat qu'on avait avec le Maroc. Donc ce n'est pas forcément des canons qui vont manquer à l'armée française, mais c'est des canons qui, théoriquement, sont prévus à l'exportation. D'ailleurs, le premier effet, 2 nouveaux clients se sont déclarés ces derniers jours, la Belgique, qui a décidé d'acheter des canons César, et l'Indonésie. Est-ce qu'on va être obligé de relancer des chaînes de fabrication d'usines? Donc on a vu aux États-Unis, on disait oui. Est-ce qu'on va être obligé d'en lancer, par exemple, chez nous, en France? Alors en France, je ne suis pas certain que nous soyons les fournisseurs les plus importants de l'armée ukrainienne, mais certainement, comme l'a dit Madame, les États-Unis. D'ailleurs, à titre d'exemple, lors de cette fameuse réunion qui a été le déclencheur de la montée en puissance du soutien militaire et notamment en termes d'armement américain sur la base de Ramstein en Allemagne. Ramstein en Allemagne, non seulement étaient présents Lloyd Austin, mais étaient présents les industriels de défense américains. Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon, donc qui, eux, ont bien compris que l'argent qui est, encore une fois, les mots ont leur importance, Ukraine, Democracy, Defense, Land and Lease. C'est pas de l'argent qu'on donne, c'est de l'argent qu'on prête pour acheter un certain nombre d'armements, et donc vraisemblablement, l'armement sera, sur le terrain en tout cas de l'Ukraine, majoritairement anglo-saxon. Pour Joe Biden, qui aussi envoie des petits signaux du côté de la Chine, vis-à-vis de Taïwan aussi, ces derniers temps, on l'a vu, il envoie des messages, Joe Biden. Oui. Ben, on est quand même un petit peu étonné que le président Biden se sente toujours obligé de menacer la Chine au moment où il est tellement impliqué dans la guerre en Ukraine, enfin une guerre en Ukraine, c'est-à-dire une guerre contre la Russie, que le chef d'état-major américain a déclaré vouloir être complètement anéanti. Ça suffit un peu pour le moment, mais toute cette rhétorique guerrière aux États-Unis, finalement, ne fait pas le bonheur des démocrates, malheureusement. Elle ne fait pas le bonheur du président Biden, parce que sa cote de popularité est extrêmement basse, non seulement parmi les républicains, évidemment, mais aussi parmi les démocrates. Et le sentiment du peuple américain en ce qui concerne cette guerre avec la Russie, car c'est en fait une guerre avec la Russie, est que il faut effectivement les anéantir, mais il ne faut surtout pas qu'on y aille nous-mêmes. Et donc c'est une sorte de grand écart. C'est une position qui est très difficile à maintenir. Et d'ailleurs, Biden, pour faire oublier certaines choses en Russie, commence à menacer
la Chine est menacée depuis un certain nombre d'années maintenant par les Américains, à tout bout de champ. Et on se dit parfois que, et d'ailleurs certains commentateurs américains le disent, il ferait mieux de se taire, parce que ça ne rapporte rien à l'Amérique à l'heure actuelle. Parce qu'on voit, si vous voulez, que sa politique d'aide à l'Ukraine n'a pas encore produit de succès pour l'Amérique non plus. Parce que ce n'est pas seulement pour l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas encore gagné la guerre. Mais l'Amérique qui a préconisé que la guerre se conduit jusqu'au dernier carré d'Ukrainiens, jusqu'au dernier centimètre de terre ukrainienne, ce n'est pas encore gagné. Et donc tout ça fait un effet déplorable sur la cote de popularité de Biden. Très rapidement, Catherine, parce qu'on part... Oui, mais en fait, oui, Joe Biden, il utilise la Russie justement pour envoyer des messages très précis à la Chine. C'est-à-dire qu'il a bien expliqué qu'il fallait affaiblir durablement la Russie et effectivement récupérer les territoires, parce que c'est un message à la Chine pour lui dire surtout n'attaquez pas Taïwan, parce que les États-Unis pourraient répliquer militairement. Là-dessus, il a fait machine arrière en disant non, mais militairement, c'était peut-être pas exactement le terme. Mais en tout cas, la Chine ne doit pas attaquer Taïwan, sinon elle subira le même sort que la Russie. Merci infiniment à tous les trois.